Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En République démocratique du Congo, les consultations sous l'égide de la CENCO se poursuivent, mais aucun accord politique n'a pour le moment été trouvé entre la majorité et l'opposition. En attendant, le nouveau gouvernement a été investi et de nouvelles arrestations ont eu lieu, notamment à Lubumbashi. Reporters sans frontières s'inquiète des conditions de travail des journalistes en Algérie. L'ONG a présenté ce jeudi son rapport. Elle parle d'asphyxie de la presse algérienne. Et puis en Libye, des volontaires ont décidé de protéger leur patrimoine archéologique des ravages de la guerre. Pas question de voir le groupe État islamique détruire les sites antiques du pays. Vous le verrez dans l'ouest libyen, l'ancienne cité romaine de Leptis Magna est sous bonne garde. Mais d'abord, à Kinshasa, les négociations entre le pouvoir et l'opposition devraient se poursuivre jusque tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Sous l'égide de la CENCO, les discussions porteraient sur l'instauration d'une transition politique et la tenue fin 2017 de la présidentielle qui aurait dû être organisée cette année. Mais en attendant, l'armée maintient la pression dans les rues congolaises. Les soldats ont procédé à de nombreuses arrestations, en particulier à Lubumbashi. Et puis, à peine annoncé, déjà investi, le nouveau gouvernement a été présenté ce jeudi, comme nous l'explique notre correspondant Thomas Nicolon. L'investiture du nouveau gouvernement a consisté en un long discours-programme du Premier ministre Sami Badibanga. Il a commencé par rappeler que le premier objectif de ce gouvernement d'union nationale, c'était d'amener la RDC vers des élections libres et apaisées. Il s'est ensuite fait bien plus percutant et offensif. Il a déclaré que le gouvernement veillerait à stopper les arrestations arbitraires et les procès politiques. Il a pointé du doigt la corruption qui gangrène le pays, a-t-il dit. Sami Badibanga a déclenché un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie lorsqu'il a déclaré qu'il voulait la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les accouchements. Mais il a aussi dit qu'il fallait se préparer à des difficultés. La RDC est dans une situation économique délicate, a-t-il dit. Il veut que les ressources naturelles participent davantage au progrès social. Voilà, le porte-parole du gouvernement a quant à lui simplement déclaré que ce discours engageait tout le gouvernement. Et l'opposant Joseph Olenga-Koy s'est lui étonné de voir un discours-programme réalisable sur 5 ans selon lui, alors que Sami Badibanga est censé être Premier ministre jusqu'en 2018 seulement. Voilà, il faudra attendre les prochains mois pour voir s'il s'agissait seulement d'un discours ou s'il va être mis en application. Et toujours en République démocratique du Congo, 13 civils ont été tués dans le village de Badouan-Langa, au nord Kivu, à l'est du pays. Selon les autorités, l'attaque a été menée par des miliciens Hutus, les Mai Mai Nyantura. Ils ont également brûlé une centaine de maisons. Ils étaient plus de 10 000 personnes à descendre dans les rues de Niamey mercredi. Les images nous sont parvenues aujourd'hui. Des fonctionnaires et des commerçants en grève qui dénoncent notamment la vie chère et la mauvaise gestion du gouvernement. Des enseignants faisaient aussi partie du rassemblement. Ils ont demandé le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Au Kenya, l'opposition vent debout contre l'amendement de la loi électorale. Les députés se sont prononcés en majorité en faveur d'un décompte manuel des voix en cas de défaillance du système électronique. Un texte rejeté par l'opposition qui a boycotté la session au Parlement. Les députés d'opposition considèrent que cette loi est susceptible de favoriser un trucage des élections. Ils pointent du doigt les défaillances survenues en 2013. L'opposition avait estimé que l'effondrement du système électronique avait favorisé des fraudes et des manipulations. Reporters sans frontières s'inquiète de la situation des journalistes en Algérie. L'ONG présentait un rapport ce jeudi à ce sujet, rapport qui fait suite notamment à la mort du journaliste Mohamed Tamalt après une grève de la faim. Reporters sans frontières parle d'asphyxie de la presse algérienne. Je vous propose d'écouter Yasmine Kacha, directrice du bureau Afrique du Nord de RSF, au micro de Jean Barrère. La situation pour la liberté de la presse nous préoccupe vraiment. Si on parle d'asphyxie, ce n'est pas... c'est que c'est très très sérieux. Un journaliste qui meurt en détention, c'est très préoccupant. C'est la première fois qu'un journaliste algérien meurt en détention. Donc nous sommes extrêmement préoccupés, effectivement. On a parlé dans le rapport des pressions judiciaires, des pressions politiques, des pressions économiques contre la presse.
on est encore dans une situation où on se demande s'il est possible qu'il y ait des titres indépendants. Est-ce que ça sera, on se pose la question, est-ce que demain la presse indépendante pourra continuer à critiquer les autorités sans se voir poursuivre et sans avoir à faire des compromis trop importants avec les autorités en place? Allez, direction à Madagascar, la présence chinoise passe de plus en plus mal et les habitants ne cachent plus leur hostilité envers les Chinois, premiers partenaires commerciaux du pays. Exemple, dans le centre de Madagascar, où une société en charge de l'exploitation d'une mine d'or a dû mettre la clé sous la porte en raison de la colère de la population. Regardez. Une mine d'or abandonnée avant même l'arrivée des premiers mineurs. La société chinoise qui l'exploitait a quitté précipitamment les lieux pour fuir la colère de la population locale. Ne restent aujourd'hui que des tentes vides et quelques vestiges de la présence chinoise. La société pense vraiment qu'on est en droit de revendiquer, de rester, mais pour l'apaisement social, on a préféré se retirer. Pendant plusieurs mois, la ville de Soamaina, au centre de Madagascar, a vécu au rythme des manifestations. Les habitants dénoncent le permis d'exploitation de 40 ans, signé avec l'entreprise chinoise, et l'impact négatif sur l'agriculture locale. Le pays n'est pas à vendre. L'amour ne peut pas être acheté par certaines personnes. Madagascar appartient aux Malgaches. Ici, comme partout à Madagascar, l'hostilité grandit face à la Chine, premier partenaire commercial du pays. En quelques années, et comme partout en Afrique, l'Empire du Milieu a multiplié les investissements pour financer des routes, des hôtels ou encore des hôpitaux. Aujourd'hui, plus de 800 entreprises et 60 000 citoyens chinois sont installés sur l'île, ce qui provoque des tensions avec la population locale. Je pense que c'est un problème pour les Chinois qui font des business à l'étranger. Et ils aiment se réunir dans la communauté chinoise. Ils ne connaissent pas les étrangers, ils ne connaissent pas les Malgaches, ils ne savent pas comment les gens locaux ils parlent, comment ils se communiquent ensemble. Donc on reste gueux dans la communauté chinoise. En signe d'apaisement, le président malgache a récemment inauguré une route aux côtés de l'ambassadeur de Chine à Madagascar. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des habitants de Soamaina qui s'opposent toujours à la réouverture de la mine d'or. Carton rouge pour l'entraîneur des Bafana. Bafana Ephraim Machaba a été limogé pour mauvaise conduite. Le sélectionneur de l'équipe sud-africaine n'avait pas hésité à insulter le président et le directeur exécutif de sa fédération. Des propos tenus après la victoire sud-africaine face au Sénégal lors des qualifications pour le Mondial 2018. Mais de nombreuses critiques s'étaient fait entendre contre Ephraim Machaba, qui n'était pas parvenu à qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2017. La CAN 2017 qui, vous le savez, se déroulera au Gabon. La Libye dispose de nombreux sites antiques grecs et romains quasi intacts, un patrimoine en danger en raison de la guerre dans le pays et de la présence du groupe État islamique. Alors, pour ne pas assister à leur destruction comme en Irak ou en Syrie, les Libyens s'organisent. Des volontaires ont décidé de protéger leur patrimoine archéologique, comme nous l'explique Salima Belhadj. Leptis Magna, en français, nouvelle ville. C'est pourtant bien ces vieilles pierres, ce patrimoine, qui fait aujourd'hui la beauté de cette ville sur les côtes libyennes. La cité a vu naître l'empereur romain Septime Sévère au IIe siècle après Jésus-Christ. 2000 ans après, la Libye plonge dans le chaos. Une brigade de bénévoles se mobilise aujourd'hui pour protéger le site. Nous avons eu l'idée de préserver le site pour le rendre plus tard à un état de droit, à un état démocratique. En attendant que le vœu pieux d'Ali se réalise, lui et ses hommes veillent, armes à la main, sur la cinquantaine d'hectares chargés d'histoire. Cet amphithéâtre accueillait à l'époque jusqu'à 15 000 spectateurs sur ses gradins en arc de cercle et vue sur la Méditerranée. C'est tout ce patrimoine que ces Libyens veulent préserver. Les nouveaux édifices se reconstruisent, mais nos monuments et notre histoire ne se remplacent pas. Ce site est un symbole de l'histoire de notre pays et représente les civilisations qui sont passées par notre région au cours de l'histoire. Il y a un an, les bénévoles ont désamorcé une bombe dans un café près du site. La cité de Leptis Magna est la cible de deux groupes, les djihadistes, mais également des habitants qui cherchent à détruire ces sites impériaux afin de récupérer des terrains. Et pour empêcher ces destructions,
Ali, Ashraf et les autres continuent de se battre, avec très peu de moyens. Et voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. Et je vous retrouve dans 3 quarts d'heure pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.